Bonjour à tous, bienvenue dans Res Publica Universalis. Aujourd'hui on va parler d'un livre d'Albert Camus, Les Justes. Albert Camus est un romancier et philosophe français né en 1913 en Algérie, à l'époque où l'Algérie était encore une colonie française. C'est un personnage, un électron libre un peu, en marge des grands courants philosophiques de son temps. Il a notamment une préoccupation morale, partagée entre, notamment je pense, éminemment liée à son expérience personnelle, liée entre les injustices dont il est témoin, et donc contre lesquelles il vit une forme de révolte contre ces injustices, tout en recherchant une certaine mesure morale dans la manière de mettre fin à ces injustices. C'est quelqu'un qui est très préoccupé par les questions de moralité, ça traverse son œuvre, à la fois dans l'étranger, la peste, ou encore aujourd'hui, donc dans ce livre, Les Justes. Il s'insurge notamment contre ceux qui prétendent libérer ou émanciper l'humanité à tout prix, et qui pensent former une avant-garde éclairée au-dessus de tout reproche. La fin justifie-t-elle les moyens? C'est justement le thème de cette pièce de théâtre, où une section du Parti socialiste révolutionnaire russe essaie de tuer le grand-duc Serge, qui est le gouverneur de Moscou, pour mettre fin à la tyrannie qu'il exerce sur la ville, et ainsi aider le peuple à se libérer. Le pouvoir impérial russe des années 1905 est proche d'une tyrannie, avec de fortes inégalités dans la société russe, une classe de nobles qui domine largement la société, en exploitant le reste des habitants. Les membres du Parti socialiste révolutionnaire cherchent donc à commettre des attentats, mais en même temps, ce sont des gens qui sont très préoccupés de leur intégrité morale. Dans les premiers mouvements socialistes notamment, on est loin de l'aveuglement meurtrier et abstrait, par exemple, qu'auront les bolcheviks, notamment au moment de la guerre civile russe. Annenkov est le chef de l'opération, Dora est celle qui doit préparer les bombes, son amant Yannick est un militant très idéaliste et très engagé. Voinov est un jeune qui vient d'arriver dans la section, et enfin Stepan vient juste d'être libéré du bagne, c'est un idéaliste brisé, et d'une résolution qui est quasiment aveugle dans l'action. Tous se retrouvent dans la lutte contre l'injustice, mais ils sont partagés par des dilemmes moraux, notamment parce qu'il s'agit d'une lutte bien plus complexe que celle du bien contre le mal. Donc, chacun, à son tour, les personnages vont incarner une posture morale par rapport aux événements auxquels ils sont confrontés. Lors de l'attentat, Yannick et Voinov renoncent à lancer leurs bombes sur la calèche du grand-duc en raison de la présence d'enfants à bord. Il s'agit du neveu et de la nièce du grand-duc, des enfants en très bas âge. Donc il était, de leur point de vue, immoral de les tuer, en dépit de la résolution avec laquelle ils s'étaient préparés à l'attentat. Il faut une seconde tentative, où cette fois le grand-duc se présente seul, pour que le groupe parvienne à lancer ses bombes dans la calèche et à le tuer. Cette fois Yannick est emprisonné, et la police lui propose d'être gracié en échange de la dénonciation de ses camarades. Yannick refuse, mais les policiers lui disent que de toute façon, ils feront publier un article dans la presse comme quoi il a collaboré. Se pose alors la question à ses camarades de savoir si Yannick les a trahis ou pas. Évidemment, Dora, qui est l'amant de Yannick, choisit de croire qu'il ne les a pas trahis, et tous réalisent bientôt que effectivement celui-ci leur est resté loyal. Dora décide finalement de reprendre le rôle de Yannick et annonce qu'elle lancera elle-même la prochaine bombe lors du prochain attentat. Les Justes posent donc un débat moral sur la légitimité du terrorisme et de l'action violente pour changer la société. Camus émet 3 critères qui permettent de dire si cette lutte est légitime ou pas. Premier critère, la lutte doit être dirigée contre un ordre injuste qui ne peut pas être réformé ou aboli de manière non violente. Il faut que ce soit un ordre suffisamment délégitimé, un ordre suffisamment tyrannique pour que le seul recours puisse être l'action violente. Deuxième critère, pour Camus, il faut que l'action violente soit menée par ceux-là même qui la prônent, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester en arrière ou prétendre vous garder les mains propres,
si vous entendez mener une action violente comme moyen politique. Il faut que vous la meniez vous-même, en prenant des risques et en mettant notamment votre vie en jeu par rapport à celle que vous prétendez prendre. Troisième critère émis par Camus sur la légitimité de la violence politique, il faut savoir se fixer des limites. Ça, c'est très important dans cette œuvre et dans l'œuvre de Camus en général. C'est la question de la limite et de la mesure. C'est-à-dire que si vous vous mettez à tuer des civils, non seulement c'est immoral, en tout cas si vous tuez les enfants dans le livre, c'est immoral, mais en plus, ça vous éloigne de la réussite stratégique de vos buts, puisque en tuant des innocents ou en tuant des enfants, vous faites passer la lutte pour laquelle vous prétendez vous battre pour une immonde idéologie justifiant les pires choses. Et vous risquez notamment de dégoûter un certain nombre de gens de soutenir votre cause. Il y a donc à la fois une dimension morale et une dimension stratégique dans ce troisième critère. Si vous allez trop loin, vous risquez de perdre votre base, de perdre vos sympathisants, et de vous retrouver tout seul dans une course en avant de plus en plus radicale. C'est notamment ce qu'on a pu voir dans les années 70, je pense, avec les groupes terroristes d'extrême gauche qui se livraient à des actions qui justement n'avaient plus de limites et qui finalement se sont totalement coupés des masses qu'elles prétendaient défendre. Camus laisse à chaque point de vue l'opportunité de s'exprimer, notamment le point de vue opposé à sa thèse, dans le personnage de Stéphane, qui incarne plus ou moins le point de vue de Jean-Paul Sartre, qu'il avait exprimé l'année précédant la sortie des Justes, dans une pièce appelée Les Mains Sales. Je pense que l'expérience de Camus est plus intéressante et plus déterminante, parce que notamment il a l'expérience algérienne, où lui-même il est dans la critique vis-à-vis des injustices que subissent les populations musulmanes en Algérie, tout en cherchant une solution qui soit pacifique, négociée, via la lutte politique plutôt, que par la lutte violente, donc, notamment d'où les questionnements sur le positionnement de Camus pendant la guerre d'Algérie, un positionnement souvent contesté, en raison notamment de sa dénonciation des attentats terroristes, son attentat terroriste qui visait notamment les civils. Notons qu'à la même époque, dans le droit et dans le droit international également, se pose la question de ces fameuses limites en cas de conflit, que ce soit entre deux États ou à l'intérieur d'une même nation qui est soumise à un conflit interne. On voit notamment le développement de ce qu'on appelle les conventions de Genève, visant à protéger à la fois les prisonniers de guerre, mais aussi les civils, les populations, pendant les conflits. Donc c'est un problème qui est contemporain à ce moment-là et qui commence à s'exprimer et à se développer dans le droit. L'ordre du monde tel qu'il est depuis était plutôt basé sur cette réflexion-là. Aujourd'hui, le paradigme a tendance plus ou moins à évoluer et à dire finalement les limites sont moins claires. On le voit encore avec par exemple le conflit en Syrie où cette question-là est difficilement résolue. De manière générale, la question du terrorisme pose plein d'autres questions, notamment depuis le 11 septembre où l'action terroriste est complètement délégitimée, et en tout cas en Occident. Et avec une réponse à ce terrorisme qui elle-même est venue violer massivement l'ordre justement juridique qui avait été mis en place après la Seconde Guerre mondiale. Donc, violation du droit humanitaire, violation du traitement des prisonniers terroristes, etc. Violation du droit international avec l'intervention en Irak. Autant de limites qui, autour de cette question du terrorisme, ont pu être franchies et qui ont durablement, à mon avis, affaibli l'ordre juridique et l'ordre du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Avec un monde qui reviendrait plus vers une logique de régulation par le conflit que de régulation par le droit. Thème surprenant dans les Justes, et dont vous m'entendrez rarement parler, parce que je pense que c'est rarement une base saine pour les rapports humains en politique. L'amour, qui m'a frappé et qui m'a impressionné dans cet ouvrage, au point que je pense qu'il mérite d'être développé.
Donc l'amour, d'abord, c'est l'amour, pour ces personnages-là, de la justice. L'amour de la justice qui est le ciment commun de ce groupe, et qui découle de leur amour pour l'humanité. Pour Yannick, l'idéaliste, il s'agit d'un amour, une forme d'amour concret, un véritable amour des gens. Yannick dit que lui, il préfère les gens aux idées. Un amour qui est incarné notamment dans sa relation avec Dora, qui est son amant, et pour lequel il essaie de se battre pour les gens qu'il connaît. Pour les gens d'aujourd'hui, c'est quelque chose de palpable. Pour lui, la révolution socialiste, c'est un moyen de réformer le monde tel qu'il est, pour en faire advenir un meilleur, mais un monde meilleur pour les gens d'aujourd'hui, pour les gens avec qui il lutte, les gens qu'il connaît, son entourage, et donc qui doit être réalisé avec une certaine retenue, donc pour ne pas compromettre justement ce monde-là. C'est la promesse de quelque chose qui soit respectueux et durable. Pour préciser exactement sa pensée, Yannick dit « Je suis prêt à tout donner sans retour, sans espoir d'aucun retour. » C'est-à-dire qu'il est prêt notamment à se sacrifier dans l'action révolutionnaire sans attendre la reconnaissance ou l'approbation du peuple. C'est-à-dire que pour Yannick, l'action révolutionnaire est désintéressée. Elle est sans retour, elle est en don de soi, sans attendre une contrepartie. C'est, selon lui, véritablement l'amour qui guide son action. A l'inverse, pour le personnage de Stepan, on a une conception de l'amour qui est complètement différente. On est sur une conception beaucoup plus abstraite. Stepan parle de l'amour du peuple, un peuple abstrait et absent de la pièce, une lutte pour le peuple, qui se fait sans son approbation, éventuellement par la contrainte, si le peuple refuse d'être libéré par les socialistes révolutionnaires, qui doit se faire à n'importe quel prix, tellement l'ordre perçu est injuste. Donc c'est lié à la trajectoire personnelle de Stepan, qui notamment est passé par le bagne, et l'action de répression des forces tsaristes. C'est donc un personnage qui aime plus les idées que les gens, qui vit dans la promesse d'un monde utopique, mais une promesse qui est faussée, parce qu'elle implique nécessairement la contrainte et la violence, pour que ce monde puisse enfin advenir. L'amour se retrouve également dans la notion de fraternité dans les Justes. D'habitude, dans les mouvements de gauche, les personnages s'appellent camarades, et ici, il y a la notion de frère, donc une fraternité, de lutte, qui à mon avis se distingue de la simple camaraderie, parce qu'il y a une notion qui est très affective entre les personnages. En dépit de leurs désaccords moraux, cette fraternité reste extrêmement forte pendant toute la pièce. Les personnages sont très attachés les uns aux autres, et ce en dépit du fait qu'ils savent qu'ils doivent tous se sacrifier pour la cause. Il y a donc un déchirement d'un côté entre cet attachement mutuel et le fait de savoir que leur lutte implique la disparition d'une partie des membres du groupe. En plus de la fraternité de lutte, il y a ce que j'appellerais la fraternité avec le reste de l'humanité. On va dire la notion qui se trouve dans la devise notamment de la République française, liberté, égalité, fraternité. Ici on a une fraternité humaine aussi, qui est exprimée vis-à-vis du reste du genre humain. Alors, pour un Stepan par exemple, je pense que la fraternité de lutte est exclusive, c'est-à-dire, lui, il rejette une partie de l'humanité, il est prêt à la détruire, quasiment, puisqu'elle ne fait pas partie du groupe révolutionnaire qui doit forger le monde utopique. En revanche, pour un Yannick, la forme, effectivement ce que j'appelais l'amour concret pour son entourage et ses semblables, lui fait considérer que, en dépit de son action, notamment le grand-duc, est tout à fait, par exemple, un frère, au sens où c'est aussi un être humain. Un frère, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes d'accord, avec qui vous entendez bien, mais c'est quelqu'un avec qui vous partagez un lien, qui même réduit juste à son humanité, fait que, au moment de passer à l'acte,
ce n'est pas un acte léger. C'est une personne avec une conscience, vous lui reconnaissez une certaine forme de respect minimum pour sa dignité humaine, etc. Et c'est, je pense, un thème important de la pièce, qui est souligné aussi dans l'acte 4, au moment où Yannick parle avec la grande duchesse, donc l'épouse du grand-duc qu'il vient d'assassiner, qui vient le voir en prison, et qui lui dit notamment qu'elle lui pardonne, et qu'elle comprend son action, mais elle voulait obtenir des réponses. Il y a une notion aussi de fraternité qui est liée à la théorie chrétienne. Il y a des questionnements sur la religion réguliers, sur le sentiment religieux en tout cas, de Yannick, qui rejette, on va dire, la religion bigote et qui vient en appui de la structure de domination, mais qui a quand même des questionnements qui sont moraux et métaphysiques par rapport à sa culture religieuse, et avec cette notion aussi chrétienne que tous les hommes sont frères. Voilà, donc je pense que c'est important à la fois de voir ça sur le plan séculaire mais aussi religieux. C'est quand même assez présent dans l'œuvre. Qu'est-ce que Camus a pu vouloir exprimer? Je pense surtout que c'est la culture en fait, les références culturelles et les valeurs auxquelles se réfèrent les personnages, qui sont celles de la société russe de 1905, et je trouve que ça donne le cadre, une forme assez réaliste pour la permettre d'exprimer ces valeurs-là. Il est juste une pièce remarquable. Ça se lit en moins d'une heure, hein, donc vraiment, je vous recommande. Il y en a un certain nombre de représentations sur YouTube. Je les ai pas trouvées terribles. Je vais probablement vous en mettre quelques extraits, parce qu'il y a des passages qui, à mon avis, sont particulièrement intéressants dans le débat entre les personnages. Donc à mon avis, un ouvrage indispensable pour s'interroger sur le sens de l'action politique, les relations à l'intérieur des organisations politiques aussi, et les difficultés éventuellement qu'il peut y avoir au sein de ces groupes-là. Aussi l'aspect affectif de l'engagement, qui je pense est un problème souvent éludé. Donc je vous le propose pour la réflexion. Pour la semaine prochaine, je vous propose de réfléchir sur un cas concret. J'espère que vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et je vous dis à très bientôt sur Res Publica Universalis.